Bonjour Julie. Bonjour Adam, bonjour tout Julie, le monde. notre éducatrice comportementaliste en herbe qui nous accompagne régulièrement dans nos podcasts animaliers. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui peut être d'actualité, puisque ce sujet, c'est la solitude. Mm. Pourquoi, Julie, c'est pas d'actualité par rapport à la fin d'année? Explique-moi un petit peu. La fin d'année, on peut recevoir chez soi, mais on peut aussi partir en vacances. Et ce qui implique que soit on fait garder son toutou, soit on le laisse à la maison avec éventuellement des gens qui passent. Tout dépend, il y a différents modes de garde. Mais en tout cas, nos chiens sont sensibles d'être seuls pendant les fêtes. Ouais. Donc, Et la solitude, d'après ce que j'ai compris, c'est un problème qui est assez récurrent. Enfin, les problèmes liés à la solitude sont des problèmes qui sont assez récurrents, toi, en éducation. ce que je vois en ce moment, oui, c'est assez récurrent. Et c'est surtout ce qui est récurrent, c'est qu'il y a pas mal d'humains qui sont pas au courant que leur chien souffre de solitude. Donc, on va en discuter un petit peu. Mais c'est vrai que ça se voit pas, parce que quand on n'est pas là, on ne Ouais. sait pas trop, à part si on a des voisins très alertes. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de nos chiens. Donc, c'est important de vérifier à travers les différentes questions que tu vas poser et puis ce podcast, si déjà votre loulou est bien dans ses pattes en étant seul. Mm. Eh bien, on va commencer ce podcast, mais tout d'abord, je voulais remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui écoutent et qui regardent ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous envoyer des messages, à mettre des commentaires, à nous poser des questions. On vous remercie par avance. Ça nous permet, nous aussi, d'avoir des sujets à traiter, à partager, et ça nous donne de la force et l'énergie de continuer. Voilà, il faut le dire, tout Exactement. simplement. Donc, on va pouvoir démarrer avec la première question. Tout simplement, pourquoi mon chien n'aime-t-il pas rester seul? Alors, nos chiens n'aiment pas, en tout cas, c'est pas inné chez eux la solitude, puisque quand ils naissent dans dans une fratrie, hein, la plupart du temps. C'est rare qu'une chienne mette bas un seul chiot. Donc déjà, ils ont l'habitude d'être en collectif, de base. Ils naissent dans la fratrie, et puis ensuite, à 2 mois, 2 mois et demi, hop, le chiot est adopté, et il arrive dans une famille. Et cette famille, si tout se passe bien, elle prend 1 à 2 semaines de congé. C'est ce qu'il faudrait faire normalement pour être avec son chiot, bien s'en occuper, mettre toutes les bases, etc. Mais il y a bien un moment donné où la solitude arrive. Et c'est pas quelque chose qu'ils apprennent naturellement. Nos chiens sont des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'ils aiment les interactions, ils aiment pas forcément tous les autres animaux et tous les chiens, hein, pas tout le monde aime les chiens, mais en tout cas, s'ils sont bien socialisés dès le départ, ils aiment être en compagnie de tout le monde. Donc la solitude, c'est pas quelque chose qui est naturel chez eux et ils peuvent en souffrir. Soit ça se voit, soit ça se voit pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se travaille dès le plus jeune âge, l'apprentissage de la solitude. D'accord, ok. Bah, ça va nous introduire sur la deuxième question, du coup, Mhm. parce que tu as répondu de manière assez complète et j'ai pas grand-chose à rajouter pour le coup. C'est de savoir quels sont les signes qui montrent justement que mon chien souffre de solitude. Alors, on peut avoir, encore une fois, les signes que je vais donner là, c'est non exhaustif, mais c'est aussi, il faut pas en faire des généralités. C'est pas parce que le chien a tout ça qu'il est forcément, qu'il y a un problème de solitude, hein. Mais on va dire qu'on peut retrouver l'aboiement. L'aboiement ou les hurlements un petit peu excessifs. Vous savez, je claque la porte, le chien il fait le loup, il hurle, il aboie, il gratte la porte. Il y a aussi tout ce qui est destruction. Alors meubles, objets en tout genre. Il peut y avoir des pipis, des selles dans la maison, un peu de partout. Ça, c'est signe de nervosité. C'est-à-dire que le chien, à un moment donné, il est tellement en surémotion que ça lâche, et les sphincters aussi. Alors que pour autant, c'est des chiens adultes, ils peuvent se retenir, etc. Il peut y avoir aussi, vous savez, les agitations un peu excessives. Je commence à prendre mes affaires, à sortir. Le chien, il sent que, oulala, j'ai l'habitude là, ça sent pas bon, ça sent le départ. Donc, il commence un petit peu à tourner partout. On peut des fois trouver ça drôle, mais pour lui, déjà, il est déjà en train de stresser potentiellement. Et après, les choses qui se voient beaucoup moins, c'est tout ce qui va être léchage. Léchage compulsif, les pattes, vous savez, qui peut créer des petits. Des fois, il n'y a plus de poils, ou s'arracher même les poils, hein, de l'eczéma ou des choses comme ça, où là, on va être sur un chien qui est pas très expansif, mais qui pour autant, pour se soulager, a appris à faire une activité qui n'est pas naturelle de se lécher toute la journée. Donc voilà, on peut retrouver ces petits comportements, aboiement, destruction, pipi caca, agitation excessive et léchage compulsif, entre autres. Alors, ça soulève deux sujets. Le premier, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut prendre le contexte général parce que si Mm. on prend un seul de ces comportements, ça ne va pas forcément dire qu'il va avoir un problème avec la solitude. Donc, il faut vraiment avoir le comportement global. L'autre sujet aussi par rapport à ça, c'est comment s'apercevoir de tout ça. Mm.
Donc ça, Ouais. on va le voir dans une autre, on va le voir dans une autre question, bien évidemment, parce que il y a des moyens de Oui. s'apercevoir de tout ça, parce que quand on est pas à la maison, à moins d'avoir les voisins qui indiquent ah ben votre chien il aboie, tout ça, c'est pas toujours facile. Non. Non. Donc on a des outils, mais attends un petit peu, on va y venir. Tu vas pouvoir Très les bien. expliquer. D'abord, on a une autre question qui vient juste avant, c'est de savoir est-ce qu'un chien peut vraiment s'habituer à la solitude? Alors oui, en soi, nos chiens sont assez adaptables. On le voit, malheureusement pour certains, ils passent de famille en famille, mais surtout, ils s'adaptent. C'est des chiens, vraiment, ils s'adaptent à leur environnement, à la routine aussi qu'on leur met. Donc en soi, oui, ils peuvent être capables d'être habitués, mais par contre, il faut le faire graduellement, progressivement. Donc ça va être déjà quand vous avez je parle des chiots parce que c'est la base. Quand vous avez un chiot la première fois, on a envie de rester tout le temps avec lui, de l'emmener partout, et c'est une bonne chose. Par contre, faut pas oublier que de temps en temps, faut aller chercher son pain, aller chercher son courrier, aller faire des courses sans lui, parce que sinon, ben forcément, il se retrouve avec une journée de travail dans les pattes, 6h, 19h, il a rien compris, quoi. Donc déjà, il va falloir graduer un petit peu les temps d'absence, et pas le laisser sans rien aussi, parce que souvent il y a des gens, ils partent et en fait, ils leur laissent rien. Donc le chien, forcément, son seul repère, c'est vous. Donc quand vous sortez, bah, il vous cherche. Donc il va aller à la porte, à la baie vitrée, il va pleurer. Alors que si, quand on part, on lui donne quelque chose qui est hyper cool, je sais pas, un objet de mastication, un petit Kong fourré avec quelque chose dedans, forcément, qu'est-ce qu'il va préférer? Son humain qui peut voir tout le temps ou ça qui est très rare et qu'on va lui donner qu'au moment des départs. Donc, déjà, pensez à bien l'habituer graduellement, étape par étape. On commence par 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. On y va vraiment crescendo. Et puis, mettre des routines. Donc, vous partez, bah, il a son petit Kong que j'ai mis de la vache qui rit dedans, je sais pas, des croquettes avec un peu de pâté. Je l'ai mis au congélateur. Et quand je m'en vais, paf, tiens mon loulou, je te donne ça pour que ce soit plaisant. Et par contre, quand on revient, surtout, on lui enlève. Très important. Voilà. Alors, tu parles des chiots, mais est-ce qu'on fait la même chose quand Ah, c'est des chiens qui sont oui. plus âgés, qu'on a récupérés dans des refuges, etc. Oui, c'est le même procédé. C'est-à-dire que l'idée, ça, c'est pour l'habituation. Après, une fois que votre chien, il est OK, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de lui mettre tout ça. Mais Hmm. en tout cas, oui, même si c'est un chien que vous avez qui est adulte et qui vient de refuge, c'est encore peut-être pire parce que souvent, les chiens, ils souffrent de solitude parce qu'ils ont déjà été abandonnés, hein. Les problèmes de solitude, il y a aussi toute une histoire liée au passé du chien, à l'historique. S'il a été abandonné 3 fois, vous allez partir 2 minutes chercher votre courrier. Lui, c'est la fin du monde pour lui, hein. Hmm, hmm, Donc, raison de plus pour enrichir l'environnement quand vous n'êtes pas là. Quand vous hmm. n'êtes pas là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison ou dans le jardin, tout doit être fun, un jeu de piste. Alors évidemment, on passe par la nourriture, mais ça peut être un jeu ou quelque chose à mastiquer dont il n'a pas l'habitude. Mais oui, ça va être très important de mettre de la valeur quand vous n'êtes pas là. Tu, Qu'ils tu- comprennent que... tu as teasé la prochaine question. Mais Ah, avant alors, d'arriver avant d'arriver à la prochaine question, c'est vrai que je veux vraiment insister sur le fait de rappeler aux personnes, un chiot n'est pas un jouet ou une peluche. ouais. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais souvent au début, pas un bébé, surtout, je voulais dire, c'est surtout pas un bébé. C'est-à-dire que quand on a un chiot à la maison, on a envie de tout le temps rester avec lui, de s'occuper de lui, etc. On n'a jamais envie de le lâcher. Et il faut justement tôt lui apprendre ce qu'est la solitude, parce que sinon on peut être confronté à ce type de problématique. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour certains de se dire ah, mais j'ai pas envie de le laisser. Voilà, mais comme tu as expliqué, il faut le faire de manière graduelle et surtout il faut le faire. Parce que derrière, ça fait partie de l'apprentissage du chiot, quoi. C'est vachement Mm. important. Oui, et je rajouterais même ce qu'il faut aussi, mais ça peut faire partie de la question précédente, suivante, c'est aussi lui apprendre le calme. Parce que si vous êtes toujours avec votre chiot, ou votre chien adulte, hein, il vous sollicite, vous y répondez. Bon, ça, en soi, moi, je vois pas d'inconvénient à répondre aux sollicitations. Mais parfois, il faut lui montrer que, en fait, je suis avec toi et on va rien faire. Et ça permet aussi qu'il soit pas toujours sollicité. La solitude apprend le calme, mais par dépit. Mm. Alors que si vous êtes là, j'ai joué avec toi 10-15 minutes, vaut mieux 10 minutes, mais à fond avec le chien, pas juste un lancer de balle, hein, on est à fond avec le chien, que, ok, je suis en télétravail, tiens, allez hop, je te lance ta balle 2 minutes. Là, ça, c'est pas être avec le chien, et le chien, il le sent bien. Mm. Donc, ça va être important aussi de lui apprendre le calme, de lui apprendre qu'en votre présence ou en présence de la famille, on peut aussi ne rien faire. Et de cette façon, bah, la solitude, finalement, même si c'en est pas une, il apprend à rien faire seul ou avec quelqu'un, et donc à rester calme quand il n'y a pas de stimulation, quand il n'y a pas d'activité. Et ça, Mm. c'est important aussi. Ouais, d'ailleurs, tu as soulevé un point important, tu as parlé de télétravail. Je pense Mm. que depuis aussi l'émergence du télétravail, on doit avoir peut-être plus de problèmes de...
liées à la solitude parce que les personnes travaillent de plus en plus à la maison, en tout cas ces dernières années. Donc, on est plus avec nos chiens. Et le moment où justement on n'est pas avec eux, on leur a pas forcément inculqué ce qui est vraiment la solitude, en tout cas de la bonne manière. Et là, on rencontre pas mal de problèmes liés à ça, quoi. Oui, et puis il y a aussi que c'est humain, c'est-à-dire qu'on est à la maison. Donc on se dit, on est avec nos chiens. Le chien n'est pas seul, mais le chien est seul. Parce que il y en a qui s'enferment, mais c'est OK, hein, il n'y a pas de jugement sur ça. Hein. Donc je suis à mon bureau, OK, le chien il est à l'extérieur. Du coup là, je suis pas avec mon chien, mais il y en a, le chien il est à leurs pieds. Il est même des fois sur leurs pieds. Donc ce qu'il y a, c'est que on se dit, mais ça va, il n'a pas besoin d'activité, je suis là. Oui, mais en fait, là, d'abord, ça lui apprend pas forcément la solitude. Et puis, finalement, on va moins jouer avec le chien. Mais le chien, quand on va vraiment sortir, lui, il se dit, mais attends, mais moi, j'ai pas eu d'interaction. Donc, du coup, finalement, j'ai été seule toute la journée sans vraiment être seule. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça qu'il faut C'est vrai. travailler. Il faut vraiment avoir ces temps et cette conscience de se dire, je suis en télétravail, mais je vais accorder, puisque je suis là, je vais bien à un moment donné aux toilettes, je vais bien me faire un café, un thé. Eh ben, est-ce que je peux pas prendre 5 ou 10 minutes pour jouer avec mon chien? Comme ça, il aura plus envie d'être calme et moins de vous solliciter et vous aurez moins envie de vous enfermer et de vous cloîtrer parce que le chien il vous fait les 400 coups. Donc, c'est cette conscience-là qu'il faut avoir. C'est vrai que pour un chien, être seul, c'est aussi être dans une pièce à part, hein. Pour lui, c'est être seul, comme tu dis, hein. C'est pas Tout parce à qu'on est à fait. côté que le chien n'est pas seul et tu peux être à part et il va commencer à détruire, etc. Donc, ouais, ça, c'est vrai que c'est un point Ouais. important à soulever. Alors, voici la question que tu as teasée depuis un petit moment. Ah, Je vais te présenter, s'il te plaît. Quels sont les d'accord. outils ou accessoires pour aider un chien à mieux vivre seul? Alors, donc je sais où tu veux m'amener, mais le premier du Tu y premier vas. du premier, Tu avant y vas. tout, là, je sais, je vois. Avant même je vais durer le teaser encore un peu plus longtemps. Alors, j'ai envie de vous dire, la première chose déjà, c'est les sorties. Sortez vos chiens. Parce qu'en sortant un chien, le chien, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Vous le sortez, il prend de l'indépendance, il prend de la maturité, il voit des gens. Donc d'abord, vous le socialisez, vous le dépensez. Donc ce qui fait que vous êtes déjà en train, sans le savoir, de travailler la solitude. Parce que en étant là, il va aller voir des compagnons, il va moins être à côté de vous, il va explorer, il y a des odeurs, il y a des trucs comme ça. Donc déjà, là, on travaille la solitude et le détachement en faisant des sorties avec nos chiens. Et nos chiens, s'ils sont sortis, ils sont plus à même de se dire « Ok, ça me va bien de rester 3 heures couché ou à rien faire parce que j'ai eu ma dépense pendant 1 heure et demie de flair, de copains, de je sais pas quoi. » Donc déjà, la première chose à faire, c'est les sorties. On sort un chien. C'est pas parce qu'on a 10 000 mètres carrés de jardin qu'on ne sort pas son chien. Le chien, il connaît l'environnement par cœur. Donc c'est 1 à 2 sorties minimum par jour. On peut les raccourcir si on n'a pas le temps, mais déjà, vous partez au travail, sortez vos chiens, je vous en supplie, parce que c'est compliqué pour eux. Vous imaginez, ils se lèvent le gâté du matin, on se dépêche, on part au boulot, on rentre à 19 h. Franchement, s'ils font pas de bêtises, ils sont quand même de très très bonnes compositions, quoi. Donc la première chose, c'est les sorties. La deuxième chose, c'est la caméra connectée. Merci. Donc là, je savais que tu l'attendais. Ah, je La l'attendais, caméra celle-là. connectée. Je Pourquoi? Parce que l'attendais. je vais trop souvent en séance et je dis comment, c'est une question que je pose pendant mon bilan. Comment est votre chien par rapport à la solitude? J'ai ça va. Ça va, c'est-à-dire, ça va, non, non, il fait pas de bébé. Comment vous le savez? Parce qu'on a des voisins qui nous ont dit qu'il n'entendait pas. D'accord, donc soit déjà il est dedans, si vous avez du double vitrage, écoutez, vous ne pouvez pas le savoir. Et puis en fait, on ne sait pas. Donc déjà, une caméra ça coûte pas très cher, mais en tout cas connectée à votre téléphone portable, où vous pouvez voir dans les premiers temps, au moins, ce que fait. Et en plus, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir quel est le premier comportement que va faire votre chien quand vous n'êtes pas là. Est-ce que c'est d'aller dans votre lit? Est-ce que c'est d'aller vers les poubelles? J'en sais rien. Est-ce que c'est de ne rien faire? Est-ce que c'est d'être devant la porte? C'est hyper instructif pour vous. Vous avez déjà le tempérament de votre chien rien qu'en voyant ça. Donc, il ne faut pas s'en priver parce que parfois, on a des chiens qui peuvent hurler à la mort pendant 3-4 minutes et après, il n'y a plus rien et le chien, il dort. Et peut-être, il y a des chiens, ils sont filous aussi, hein. D'accord? Ils n'ont pas, attention, nos chiens n'ont pas le côté manipulateur, mais ils savent ce qui nous touche émotionnellement. Et donc, si on est là, on attend derrière la porte et on a un aboiement et qu'on fait « Oh, mon bébé d'amour, je suis désolée, je voulais pas... » Ah, c'est bon, hein? Ah, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé, j'ai compris, je vais faire mon cinéma pendant quelques temps. Et après, donc, une caméra, c'est magique. Vous en avez qui parlent, où vous pouvez interagir avec votre animal, et vous en avez qui ne parlent pas. Peu importe. Mais en tout cas, pour moi, c'est un prérequis indispensable pour être sûr que votre chien vit bien la solitude.
Sinon, on ne peut pas savoir. Ça coûte 20-30 euros maintenant, tu en as Voilà. sur les sites que je citerai pas, que je ne citerai pas justement. Mm. Nous, on en a mis un peu partout et Ouais. honnêtement, c'est vrai qu'avant, ça coûtait super cher. Maintenant, Mm. ça coûte rien. Il y a même avec des visions nocturnes. Et comme tu l'as dit, nous, on en a pris au départ à la maison juste pour voir ce que nos chiens faisaient, mais les Ouais. chats aussi, juste parce que je trouvais ça marrant en fait. C'est ça, mais Je trouvais ça voyez-le marrant. comme s'il y en a plein qui me disent, mais attendez, on n'a pas le temps. Mais je dis, mais je vous demande pas que vous soyez H24 dessus, mais au moins, les premiers temps, même quand vous sortez le week-end et que vous avez du Ouais. temps, regardez pendant 5 ou 10 minutes ce que fait votre chien. C'est super intéressant, sachant qu'en plus, vous allez lui mettre des petits jouets à mastiquer, hein, pas, on verra jouets d'occupation, jouets d'interaction. Il y aura des petits jouets à mettre en place et vous allez voir ce qu'il préfère aussi. Mm. Et sur quoi il se rabat, ça vous permettra, au lieu d'en mettre 10, ben, vous allez peut-être en mettre 3. Mm. Voilà, en tout cas, c'est magique. Donc, les caméras connectées, les jouets interactifs type Kong, etc., bien sûr. Après, vous avez aussi, il y en a qui mettent de la musique, de la télé, des bruits. Bon, je suis pas pour, je suis pas contre. J'ai pas d'avis là-dessus. Il y a des chiens, ça les calme. C'est sûr que si vous avez un chien peureux, vous lui mettez un bruit, attention, pareil, hein, je dis toujours, hein, vous mettez quelque chose à la télé. Si vous ne savez pas le comportement de vos chiens, et j'en ai un, il y a un chien qui passe, le chien, il se met d'accord, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Et vous allez me dire, ah Julie, on a fait ce que vous m'avez dit, hein. Alors on a mis les bruits, mais il nous a tout détruit dans la maison. Ouais, Ça nous a coûté une télé. Bon, voilà. Peut-être que vous avez un chien de chasse et qu'il y a une biche qui est passée et que là, il est devenu fou. Hein. On ne sait pas. Donc attention, les bruits, les machins, oui ou non, mais il faut d'abord le tester en votre présence, voir ce que votre animal il est capable de supporter, ce qu'il aime ou pas. Après, vous avez aussi les espaces dédiés. Ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est bien d'apprendre quand même les pièces interdites. Alors, il y en a, ils peuvent autoriser toute la maison et c'est OK. Mais c'est bien quand même, parce que souvent, on va se retrouver, vous savez, quand le chien n'est pas là, c'est le chat, mais je dis le chien. Ouais. Le chien n'est pas là, les humains ne sont pas là, les souris dansent. Bon, ça va pas du tout parce que ça ne marche pas avec quand les humains sont pas là, les chiens dansent. C'est ça que tu veux dire? Voilà, on peut dire ça. En fait, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais j'ai pas Ouais. j'ai pas le Voilà. parallèle avec les chiens. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un espace ou des pièces interdites pour éviter qu'il aille sur le lit, qu'il fasse ça. Et puis aussi, c'est pour lui apprendre la solitude, comme on l'a dit précédemment. Vous êtes à la maison, ça t'as pas le droit, c'est mon bureau, tu restes là. C'est déjà lui apprendre. Donc tout ça fait qu'après, quand il sera confronté à être tout seul, il y aura plus de sujet, quoi. Voilà. Donc puis après, il y a des diffuseurs apaisants pour certains. Bon, là, c'est pareil, pas d'huile essentielle. Nos chiens sont pas très fans de ça. Il faut se dire que toutes les odeurs qu'on aime, le parfum, le machin, eux, ils aiment tout ce qui pue. Donc déjà, on n'est pas trop dans le même... non, mais c'est vrai. Donc attention à ça. Donc moi, diffuseur apaisant, machin et tout, j'en parle. Ouais, j'en parle. Je dis pas que ça marche pas. Je dis que je pense qu'il y a d'autres techniques. Mais si vraiment votre chien, allez, à la limite, il est vraiment hyper stressé, je préfère qu'on lui donne comment ça s'appelle, des fleurs de bac ou du CBD, qui, je le rappelle, n'est pas de la drogue. Hein. Il n'y a pas de THC. Non, c'est important, c'est de la plante. Bien sûr. Le CBD avec une posologie adaptée, et c'est mieux qu'un diffuseur d'odeur. Qui va, à mon avis, plus gêner votre chien qu'autre chose, je pense. Alors, les diffuseurs type Feliway, etc., eux, ils diffusent des phéromones. Ouais. Moi, j'ai eu autant de retours positifs que ce que j'ai eu de retours négatifs, que ce que j'ai eu de retours neutres. Donc, pareil, je sais pas. Honnêtement, on ne sait pas sur une idée, mais bon, il n'y a pas de... De toute façon, tous les conseils qui sont donnés ici, vous savez, il n'y a pas de réponse toute faite. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et ce qui est bon pour vous. Et voilà, après, c'est en fonction du tempérament, de la race du chien, de vos habitudes. Il y a tellement de paramètres que là, tout ce qu'on dit là, c'est un fil conducteur. Mais ce n'est absolument pas quelque chose sur lequel non plus... non. Voilà, puis s'il y avait une réponse toute faite, on ne serait pas là en train de parler, en fait. Exactement. Alors, on en vient à la 6e question. Quels sont les troubles du comportement liés à la solitude et comment les différencier? Ok. Alors, les troubles du comportement, il y en a à l'appel. C'est très à la mode. Hyperattachement, anxiété de séparation, stress ou anxiété générale. Ok, tout ça, c'est des termes qui font flipper les humains. D'accord? Et en fait, la problématique, je trouve, c'est qu'on veut toujours mettre le chien dans une case. Ah, votre chien, il est hyperactif. Ah, votre chien, il est... Non, mais il fait de l'hyperattachement. Ok, alors déjà, il faut savoir, on va les dissocier, mais il faut savoir que des chiens hyper attachés ou qui font de l'anxiété de séparation, c'est extrêmement rare. Et heureusement pour nous, et heureusement pour eux. C'est extrêmement rare. Évidemment, les troubles vont un peu se ressembler, d'accord? Mais encore une fois, il ne faut pas faire de généralité. L'hyperattachement, on est hyper attaché à, souvent, c'est une personne. Et c'est problématique parce que souvent, c'est un trouble qu'on aime bien.
Ça nous fait plaisir. Eh oui, bien sûr. Ah, mon chien, moi, il est hyper attaché à moi. Il est collé à moi. Ouais, ok. En fait, écoutez-moi bien. Ce n'est pas amusant. Un chien qui vous aime n'est pas hyper attaché. On dissocie l'amour de l'hyperattachement. C'est un trouble du comportement. Donc, c'est grave de se réjouir de ça. Votre chien, la relation que vous avez avec lui et avec son foyer, vous l'avez de fait. Vous vous aimez, vous êtes son guide, son repère. Voilà. Donc, attention, un chien vraiment hyper attaché, on va retrouver des troubles comme, alors déjà, c'est hyper dépendant de son humain émotionnellement. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a plus rien qui existe, quoi. En gros, un hyper attaché, il n'arrive pas à se nourrir, il n'arrive pas à boire, il a envie de rien. C'est presque un état dépressif, hein. Alors après, il y a plein d'autres trucs. On dit souvent le chien qui est, vous savez, qui nous suit partout. Ça arrive beaucoup, ça. Mais ça, c'est nos chiens. On se lève, on va chercher un truc. Le chien, il était couché, il dormait. Hop, il nous suit. Attention, ça ne veut pas dire que c'est de l'hyperattachement. C'est juste que le chien, il est un peu pisteur. Il aime bien aller voir. Il regarde, machin. Il se dit, oh tiens, qu'est-ce que tu fais? Je te suis. Mais il n'est pas non plus en mode panique totale. Donc, l'hyperattachement, l'anxiété de séparation, c'est en gros, en l'absence de son humain, souvent, hein, c'est un humain, mais ça peut être, il y a un chien qui peut faire un hyperattachement sur un autre chien. C'est tout à fait possible. C'est un peu comme la protection de ressources. On est hyper attaché à quelque chose. Déjà, c'est très rare. Ces troubles-là, en général, ça se dissocie vraiment parce que vous voyez qu'il y a des aboiements excessifs, des problèmes de propreté aussi, énormément. Et on est sur un chien qui est hyper attaché. Déjà, il est incapable en extérieur d'aller renifler une odeur, d'être à plus de quelques mètres de son humain. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement rare. Attention, un chien phobique humain, on dit souvent « Ah, mais lui, il est hyper attaché. » Ah ben non, il est juste phobique des humains. Donc, en fait, il y a un humain qui arrive comme ça, il est là, il vient vers vous, il n'est pas hyper attaché à vous. Il a juste peur de son environnement. Donc, attention à ces... Je voulais quand même l'exposer parce que souvent, on a tendance à faire des diagnostics trop rapides en disant mon chien, il hurle, il détruit tout. Si par rapport à tout ce que j'ai cité, les aboiements, la destruction, les pipis, bah, il en a 3 ou 4, souvent, certains éducateurs ou je sais pas, ou d'autres professionnels vont dire il fait de l'hyperattachement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Faut traiter avant tout la solitude. L'hyperattachement, on verra après. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en étiquette sur la tête du chien. C'est compliqué. Donc, comment le résoudre concrètement? Bah, c'est pareil, on va toujours graduer, d'accord? Mais il faut savoir un petit peu où se situe le seuil. Donc d'abord, il faut faire des hypothèses. On va essayer. Bah, viens, mets-toi dans une autre pièce. Est-ce que ton chien, il hurle? Est-ce que ton chien, il hurle quand il entend ta voix? Oui. Quand il n'entend pas ta voix, ça va mieux. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Il faut vraiment décomposer un petit peu tous les faits et gestes. Il est assis sur tes pieds? Ok, bah déjà, un chien, il ne s'assoit pas sur nos pieds. Si c'est occasionnel, ça va, mais en fait, vous vous rendez compte, ça nous empêche, ça nous immobilise. Surtout si les chaussures sont blanches, attends. Surtout. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va pas lui dire dégage, mais en fait, on va lui dire tu viens, on va lui donner un petit truc, et en fait, on va le récompenser sans parler, juste une croquette au sol, un petit machin, dès qu'il est à côté de nous. Mais déjà, si à chaque fois que le chien se couche sur nos pieds, on lui autorise ça, bah, c'est compliqué parce que bah, lui, il a la chaleur, il a le confort. Donc, c'est pas des choses graves en soi, mais il faut essayer de distancer un petit peu. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, on a dit les sorties, les activités du chien, l'autonomie. Et vous lui donnez un os à ronger, à mâcher, ben, ne le faites pas dans la même pièce que lui, par exemple, que vous. On peut très bien lui donner, bah, ça, tu l'auras que dans ton panier. Et moi, je vais aller sur le canapé, à quelques mètres. Et en fait, il y a souvent des chiens qui arrivent et qui reprennent leur os et qui viennent le grignoter à nos pieds. C'est pas grave, vous recommencez. Vous allez lui remettre dans le panier jusqu'à ce qu'il comprenne que non, en fait, je veux que tu restes là-bas. Voilà, on peut essayer des petites tentatives comme ça. Encore une fois, il n'y a rien de grave. Mais attention aux termes tout faits qui sont un petit peu... moi, je les utilise très rarement, quoi. Bien sûr, d'accord. D'ailleurs, c'est un sujet là qui est intéressant. On y reviendra à la fin, après la dernière question, sur les jouets ou autres que tu donnes aussi, peut-être spécifiquement quand tu t'en vas. On va y revenir après. Quelles sont les alternatives? Je vais la refaire. Quelles sont les alternatives si jamais je dois m'absenter trop longtemps ou que j'ai des journées de travail à rallonge? Ok. Donc, ce qui peut être bien, c'est de faire appel à un dog-sitter, par exemple. Vous avez des dog-sitters qui font des visites à domicile. Donc, qui permet de venir un temps. Ça coûte pas très cher. En général, c'est une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Ça dépend, les prix sont... Prenez des professionnels, j'insiste. Voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. Attends, j'y vais, c'est ma partie. Vas-y, Adam, vas-y, lâche-toi. Un dog-sitter, donc pet-sitter, etc., doit être une personne qui est formée, déjà. C'est un métier. On doit maîtriser des choses sur le comportement, etc.
ce que vous explique Julie. Alors, on ne demande pas d'être éducateur comportementaliste, mais on doit avoir des bases sur la manière d'agir aussi si jamais il y a une urgence. On doit avoir des bases sur l'alimentation, etc. Donc, il faut être formé au métier. Légalement, la personne doit posséder la CACED. La CACED, c'est une autorisation administrative. Ce n'est pas une formation, ça ne fait pas de vous un professionnel, mais c'est à posséder. Alors, pas forcément pour les visites à domicile, mais il vaut mieux l'avoir parce qu'il y a un petit flou juridique sur la partie pet sitting. Donc, on l'a et on déclare sa société. Oui, on crée sa société, on est déclaré. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité civile, donc une assurance en cas de souci. Voilà. La majorité des personnes qui font cette activité-là ne sont pas formées, donc n'ont pas de société et donc ne sont pas assurées. Ce qui fait que si demain il y a un souci, c'est tout pour vous et j'ai envie de dire, vous l'aurez cherché. Voilà, donc ça c'est un point qui est important et si demain vous voulez faire de la garde d'animaux, il faut se former. La garde d'animaux, si vous êtes rémunéré, c'est un métier et tout métier doit vous devez être formé pour exercer n'importe quel métier. Voilà, ça c'est un point qui est important. Exactement. Je me rassois tranquillement, je te laisse continuer. Non, mais c'est vrai, c'est super important parce que forcément, on n'y pense pas. Mais alors, les visites à domicile, on se dit, c'est pas grave, je vais chez les gens. Oui, sauf qu'en fait, moi, je dis toujours, faut penser au pire. Vous arrivez, il y a eu un cambriolage. Et vous avez quand même les clés du domicile des propriétaires. Ok, Bon, si aussi, vous avez des bons rapports, ça va. Mais on n'y pense pas. Mais en fait, vous croyez qui va croire qui, là? C'est quand même compliqué. On se met dans l'embarras. Donc déjà, il y a un contrat à signer. Aussi, on fait des signatures parce que c'est ça qui nous assure que c'est quand même important. On va chez les gens. Donc, en tout cas, oui, la formation, c'est indéniable. Et dites-vous bien que souvent, ça commence par des visites à domicile. Puis après, c'est « Ah, moi, je veux bien que vous fassiez une visite, mais vous pouvez sortir mon chien juste 5 minutes. » Ok, vous sortez le chien se fait agresser. C'est tout pour vous. Vous avez, c'est dangereux. Donc, si vous avez la chance d'avoir un voisin qui peut passer, donner à manger, faire quelque chose, très bien, franchement, faites-le. Mais en tout cas, sur les sorties, sur vraiment quelque chose de professionnel, prenez des professionnels, des pet-sitters. Donc, l'alternative, c'est effectivement des personnes pas très loin de chez vous qui vont venir divertir votre loulou pendant une demi-heure, 1 heure, le sortir, histoire que la solitude soit un peu moins pesante. Ça peut être 1, 2, 3 passages. Mais quand on n'a pas le temps, je suis désolée de vous dire ça, pardon, mais quand on n'a pas le temps et qu'on prend un animal, on met au moins son budget, quoi. Non mais moi il y a deux choses qui me... Alors on va pas partir dans les extrêmes. Bien évidemment que si vous avez un membre de la famille, un ami qui connaît votre chien, etc., il vient, il le sort, ça va, on va pas non plus être des ayatollahs non plus, on va pas exagérer. Mais moi tous les jours, sur des publications Facebook, etc., j'ai des gens quand ils voient ce qu'on propose en formation, et ça sert à rien de se former. Moi j'aime les animaux, j'ai eu des animaux toute ma vie, mais moi j'aime me coiffer. Bon, ça se voit plus parce que je rase la tête, c'est pas pour autant que je suis coiffeur. Non mais c'est vrai. Exactement. Tu vois, je veux dire, par contre, ça choque personne que pour garder des enfants, on demande de suivre une formation. Ça choque personne, c'est normal même. Et donc, dans tous les métiers animaliers, je ne sais pas ce que c'est cette pseudo-croyance, c'est de dire si j'aime les animaux, j'en ai eu, voilà, une formation, ça s'arrête. Je ne vais pas aller payer une formation pour aller m'occuper des animaux, peu importe le métier. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Il faut arrêter avec tout ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, je ne sais plus, ça me reviendra après. Mais il y avait deux choses que je voulais dire par rapport à ça. Mais oui, en tout cas, vous n'êtes pas crédible si vous n'êtes pas professionnel déjà. Parce qu'en fait, c'est pas responsable. C'est pas responsable. Exactement. Et puis, de toute façon, moi, je dis toujours, c'est le jour où il y aura un problème que vous verrez que c'est dommage. Parce que le chien, vous le sortez, bam, vous ouvrez le portail, je sais pas, il sort, il se fait écraser. Là, c'est très compliqué. Donc, en fait, vraiment, moi, je suis d'accord, c'est une hérésie. C'est pas parce que c'est des métiers souvent passion, parce que les animaux, moi, je trouve qu'on a de la chance de travailler avec des animaux et des humains, parce que l'un va pas sans l'autre. Mais par contre, on fait pas n'importe quoi. On peut aimer et on se forme. Et toute formation est indispensable pour avoir la connaissance et savoir comment agir en cas de difficulté. Donc déjà, pour revenir à la question, les alternatives, c'est faire appel à un dog-sitter, en tout cas donc formé, professionnel, voilà, pour garder votre chien, ou une pension. Il y en a certains qui font des centres aérés 1 jour par semaine ou 2. N'hésitez pas, votre chien, s'il est sociable avec d'autres chiens, pourquoi pas. Évidemment, augmenter alors ça, si vous vous absentez trop longtemps, ça va être de faire des promenades avant de partir. C'est hyper important. Je sais, c'est compliqué, il faut se lever plus tôt. Mais en fait, là, vous vous assurez que votre chien, déjà, il a eu sa dose. Donc ça, c'est super important, les sorties. Et puis après, réduisez les absences prolongées. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez, si vous pouvez, de faire un passage entre midi et 2. Ou voilà, en tout cas, occupez vos chiens. Voilà. Tu as oublié une alternative. Non, c'est ça, les alternatives. Tu en as oublié une.
Tu en as oublié une que j'indiquerai. Non, mais attends, t'inquiète pas, c'est pas un piège. Enfin, c'est un demi-piège. J'en ai peut-être oublié, il y en a pas. Si en amont, vous savez que vous avez des journées de travail à rallonge, si vous savez que vous êtes beaucoup absent à la maison, l'alternative, c'est tout simplement de retarder le fait de prendre un animal. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, exactement. Ben, Voilà. voilà, Il y a ça aussi, parce que ça sert à rien de se mettre dans une situation complexe aussi bien pour vous que pour le chien, parce que si vous faites ça de bon cœur, vous allez culpabiliser, et c'est normal. Vous allez mal le vivre de laisser votre chien à la maison parce que vous avez les journées à rallonge, etc. Si de base, vos journées sont organisées de cette manière-là, peut-être qu'il faut reconsidérer le fait d'avoir un chien. Après, évidemment, si à la base vous prenez un chien, vous avez du temps et après vous avez moins de temps par la suite, il y a des alternatives et à aucun moment je vous dirais d'abandonner votre chien. Bien au contraire, non. loin de moi cette idée, vous le savez. Mais Et en tout cas, si à la effectivement, base, c'est... voilà, si à la base, comme c'est de la même manière, si à la base vous n'avez pas les moyens financiers pour avoir un animal, eh bien on n'en prend pas, c'est pas grave, vous le ferez plus tard. Il vaut mieux retarder l'acte plutôt que de se mettre dans une situation complexe si elle est déjà complexe à la base pour vous, quoi. Si après elle le devient, il y a des alternatives, c'est pas grave. Et puis votre chien, vous aurez créé un lien avec lui, il va s'habituer, il va s'y faire, ça sera un passage et puis ça se gérera bien, quoi. Tout à fait, surtout à l'approche de Noël où, on le répète encore, mais l'animal n'est pas un cadeau, c'est une opportunité, une aventure de vie. Si vous avez, je prends l'option parce que souvent on se dit « Ah, mais j'ai envie d'offrir un animal ». Alors, vous savez ce que vous faites? Si vous avez envie d'offrir un animal à quelqu'un, déjà on n'offre pas un animal à quelqu'un, vous offrez un bon pour une adoption. C'est-à-dire le bon, la personne en fait ce qu'elle veut, mais n'arrivez pas avec un animal qui va être imposé à la personne, la race, le tempérament. Vous savez même pas si elle a le temps. Souvent, on fait ça avec les personnes âgées. Désolée, mais moi, j'ai vu qu'on avait offert un malinois à une personne de 82 ans. En fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui connecte pas? Un malinois. Donc, mais même si c'était n'importe quel bichon, chien, même un bichon, même un chihuahua. Voilà. En fait, c'est pas que ces personnes-là n'ont pas le droit d'adopter. Hein. On pourrait, très bien. Mais dans ce cas, c'est à elle de faire la démarche. C'est pour ça que je dis un bon pour une adoption. Donc ça, c'est pareil. Donc, il faut avoir le temps, la disponibilité, de l'argent, parce que ça coûte quand même. Ça Voilà, coûte, bien sûr, bien sûr. Hein, même l'éducation, tout. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur la solitude, il peut y avoir des choses qui se voient, qui sont très marquées. Si vraiment vous vous en sortez pas, bah, évidemment, il faut faire appel à un comportementaliste canin qui va un petit peu être avec vous, vous proposer des choses, tester. Moi, c'est ce que je fais dans mes bilans. Hein, problème de solitude, j'arrive, on fait un ou on met pas d'objet, on sort. J'ai la caméra. Alors souvent, elles n'ont pas de caméra. On s'appelle en WhatsApp, on se débrouille toujours, système D. Et ensuite, la même chose avec de l'enrichissement de l'environnement. Allez, dans 60% des cas, le chien, ça va beaucoup mieux. Quand ça va pas et que le chien ne prend pas ce qu'il a, parce que c'est trop pour lui émotionnellement, là, on va retravailler en profondeur. Et donc, du coup, on en vient, je me permets, Adam, sur les jeux, que tu me disais, les jeux à laisser à son chien. Je suis en train d'y penser justement. J'allais dire justement, je vais la relancer là-dessus, mais j'ai pas besoin de le faire. Les jeux interaction, occupation. Comme son nom l'indique, interaction, j'interagis soit un chien avec un chien parce qu'ils prennent une corde et ils tirent tous les deux dessus, soit un chien avec un humain, une balle, une corde, un frisbee, ce que vous voulez. Ça, ce sont des jeux d'interaction. Les jeux d'occupation, normalement, j'en vois beaucoup il y a des congs, vous savez, les trucs, ils sont rouges, noirs, peu importe, avec des trous dedans. Souvent, les gens, ils prennent ça et ils le lancent. Ah ben non, parce qu'en fait, on lancerait pas une corne de bœuf ou un fromage de yak. Donc non, ça, c'est des jeux pour que le chien soit en autonomie et puisse s'occuper tout seul pendant que vous êtes occupé dans la pièce d'à côté ou dans le jardin ou j'en sais rien, et que le chien se dise « Moi, j'ai mon moment à moi, sans mon humain », parce que c'est important aussi. Et c'est comme ça qu'on travaille la solitude. Donc, dans les jouets d'occupation, privilégier tout ce qui est masticatoire, les nerfs de bœuf, tout ce qui est voilà, fromage de yak, bois de cerf, bois d'olivier, il y en a. Attention, friandises. Inconnu, imaginons que vous n'avez jamais donné d'oreille de cochon à votre chien. Jamais. Il n'en a jamais eu, vous vous dites trop bien, je m'en vais demain au travail, je lui donne ça. Attention à l'oreille de cochon parce que souvent, il y a des chiens, ils aiment tellement ça, l'odeur et tout, qu'ils l'avalent en 2 temps 3 mouvements. Et là, au niveau de la trachée, moi, j'ai été rechercher à la main l'oreille de cochon d'un chien. Et j'ai eu très très peur. C'est moi qui lui avais donné à la fin d'une séance pour le féliciter. Et on a dit, il est où Spike? Et ben Spike, en fait, il est en train de faire comme ça. Il me dit, non, mais c'est rien, il a dû avaler un truc de travers. Heureusement, j'ai vu la corne qui était là. Je suis allée lui chercher, d'accord? Donc, ça m'a traumatisé, ça, moi. Donc, attention à l'oreille de cochon.
parce que les chiens n'ont pas tous la même façon de mastiquer. Il y en a qui vont gober direct. Donc, donnez-leur d'abord pour tester, comme ça. Et ensuite, une fois que vous voyez que c'est pas un dingos et qu'il gère la mastication, on lui donne. Tapis de fouille. Tapis de fouille à éviter quand on est seul, quand le chien est seul. Parce qu'un tapis de fouille, c'est en gros, c'est un truc avec plein de tissus et c'est pour simuler une pelouse. N'importe quoi, un truc, d'accord? Donc souvent, les personnes qui sont en maison ou qui laissent leur chien à l'intérieur utilisent le tapis de fouille. C'est une très bonne idée. Mais quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il n'y aura plus rien à flairer dans ce machin-là, c'est pas un objet de destruction, donc il ne peut pas se faire les dents avec. Donc en fait, ça va l'amuser, il va prendre, votre tapis de fouille, il va faire 2 jours. Et au prix que ça coûte, c'est dommage. Donc, vraiment privilégier des objets de mastication, pas trop durs, je précise. Souvent, vous prenez les Kongs, là, les rouges, là, hyper gros. Ouais, c'est très bien, mais si c'est trop dur à la mastication, le problème, c'est que votre loup, il va pas avoir envie. Moi, si je prends un chewing-gum, mais que je mets 3 jours à le mâcher, je prends aucun plaisir. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un tic-tac. Au moins, c'est plus facile, c'est plus amusant, quoi. Alors, en fait, il faut adapter, effectivement, parce que faut adapter. moi, dans le cadre, par exemple, de Nicole, qui utilise ta fille, le Congo rouge, il fait 2 heures, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut adapter, effectivement. Voilà, faut adapter, faut d'abord tester. Mais voilà, prenez quand même, on se rend compte que souvent, il y a des chiens qui adorent les peluches. Bah ouais, parce que là, au moins, ils peuvent se décharger et ils arrivent à mâchouiller quelque chose. L'objet de mastication, dites-vous bien que s'il est mâchouillé, que ça leur fait du bien, qu'il arrive à mâchouiller parce que c'est pas trop dur, c'est nickel. S'il n'y arrive pas, le problème, c'est qu'il va se reporter sur autre chose. Et là, ça va être un chien qui détruit. Et un chien qui a de la résistance et qui utilise le Congo rouge et qui massacre, il est plus propice à la destruction parce qu'en fait, il va utiliser beaucoup plus sa mâchoire. Donc moi, je dis prenez toujours du middle. Voilà, essayez de prendre toujours du middle, sauf si vous avez un dog allemand et que à 2 coups de mâchoire, ok. Mais voilà, en tout cas, jeu d'occupation pour la solitude, habituation progressive. Et quand on rentre, très important, quand on rentre, on enlève ce qu'il y a. L'idée, c'est que le chien se dise, si j'ai mon humain avec moi, j'enlève toute source de distraction sympa. D'accord? Puisque ma présence suffit. Ça, souvent, il rentre et je vois 3-4 objets d'occupation. Le chien, il est comme ça toute la journée. Ces humains rentrent, il arrive, il se ruse sur la balle, le machin, le Kong. Et non, faut l'enlever. Voilà. Et puis, pas de rituel aussi, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment, ça, on le sait, pas de rituel de départ. Oh loulou! Voilà. On peut dire bonjour et au revoir à un chien. Bien sûr. C'est normal, on va pas s'en aller comme un voleur. Ne lui faites pas le leurre de tiens, je te le mets dans la cuisine et je me barre. Ouais. Ça, c'est pas cool. Ça, franchement, c'est pas cool. Franchement, en vrai, c'est horrible. Je sais qu'il y a des chiens et c'est des filous, mais vraiment, essayez de je te le donne, tiens, à tout à l'heure. Et on ferme la porte. Mais il va vous chercher toute la journée, en fait. Lui, il sait pas que vous êtes parti. Donc, on ne fait pas de leurre sur la solitude. C'est pas cool pour eux. Vraiment, ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, j'ai une question bonus pour toi. Ah. Mon chien a vraiment du mal avec la solitude. J'ai pas trouvé de solution. Je galère. Est-ce que je prends un deuxième chien? Alors, j'ai envie de répondre spontanément, on ne prend pas un deuxième chien pour combler un problème. Comme pour les enfants, c'est pareil pour les enfants. Voilà. Non, mais exactement, on ne fait pas un enfant pour que ça aille mieux dans son couple. C'est pareil. Et pourtant. Bon, après, ceci ne me regarde pas. Moi, je me concentre sur les chiens. Moi, non, mais combien de fois j'entends ça? Voilà, je suis pas. Voilà, bref. Pourquoi? Prendre un chien, c'est ma vision. Prendre un chien par utilité, déjà, il y a un problème quelque part. Prendre un chien parce que je veux que ça garde ma maison, mets une alarme. Déjà, en fait, commence par là, mec. Je suis désolée. Appelle Vérissure. Appelle Vérissure. En fait, un chien n'est pas une alarme. C'est surtout qu'en plus, quand on veut souvent qu'un chien fasse quelque chose, il fait tout l'inverse. Donc, on se dit, ah bah super, le chien de garage. Le chien de garde, super, il arrive, il lèche les mains du cambrioleur. Génial. Donc, on ne prend pas un chien pour quelque chose, pour moi. On le prend parce qu'on a envie de tout partager avec lui, parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de, voilà, Après, bien sûr qu'il y a des tempéraments, des races et on sait pourquoi on les choisit. Ça, c'est OK si on sait pourquoi on les choisit. Mais en gros, prendre un chien qui a déjà un problème de solitude avec un autre chien, j'ai envie de vous dire que ça pourrait résoudre. Ça pourrait, bien sûr, mais déjà, vous n'en êtes pas sûr. Donc, c'est bête de se prendre un autre chien alors que vous ne savez pas comment ça va marcher. Voilà. Et c'est surtout que si votre chien, il a un manque de solitude avec vous, vous allez pouvoir prendre tous les chiens de la planète. Hein. Si c'est vous qui pose problème, alors soit entre guillemets, pas un hyper attaché, mais en tout cas attaché à vous, et que c'est la présence humaine, sans dire que c'est un hyper attaché, c'est la présence humaine, ça ne servira à rien. Et le problème, c'est qu'un chien qui va être pas bien, avec un autre chien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un effet mimétisme. Donc,
Le chien qui, lui, peut-être le deuxième, qui vivait très bien la notion de solitude, risque de faire comme le premier, d'aboyer au loup, de gratter. Donc, non, non. Et après, si vous avez un chien hyper sociable, moi, j'aurais plus tendance à dire, pourquoi pas prendre un deuxième chien, mais il faut déjà que le premier, il soit bien dans ses bottes. Déjà, enfin, dans ses pattes. C'est mieux. Donc, déjà, voilà, il y a ça. Et après, il n'y a pas de réponse toute faite, mais ne prenez pas un chien pour combler un autre problème. C'est pas comme ça qu'on règle. Ouais. Moi, je sais que j'avais Jack qui n'avait pas de problème avec la solitude, mais elle faisait un peu des bêtises. Bon, voilà. Mais rien de bien grave. Et on a eu l'envie de prendre un deuxième chien, donc on a pris Fuji, qui est juste à mes pieds ici. Et en fait, on s'est rendu compte, mais c'était pas l'objectif, que c'est vrai que Lily faisait plus de bêtises, quoi. Du coup, elle en faisait plus. Mais bon, parce qu'elle était stable, et puis on n'a pas pris le chien le deuxième chien avec l'intention de dire ça va réguler les problèmes du premier chien. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que effectivement, dans certains cas, je pense que selon le degré ou la problématique rencontrée, ça peut canaliser un petit peu. Voilà. Ça peut canaliser, voilà. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas prendre un chien pour quelque chose, pour combler un autre problème. Non. Voilà. Maintenant, si vous avez des chiens hyper sociaux, que vous avez aussi l'envie d'en prendre un deuxième, ok, pourquoi pas. Encore une fois, la cohabitation entre chiens, c'est aussi un vrai sujet. Hein. On pourrait faire un podcast là-dessus. C'est aussi un vrai sujet parce qu'en fait, il y a des chiens qui peuvent très bien s'entendre au demeurant. Et puis après, avec l'âge, ça se complique pour plein de raisons, d'accord. Mais aussi, vous prenez 2 chiens, vous les laissez tous les deux. En termes de surveillance, c'est deux êtres ensemble qui peuvent faire des bêtises, il peut y avoir des tensions, de la protection de ressources. Donc en fait, attention, hein, on peut peut-être se dire le chien, il va être occupé, mais en termes de tension, s'il y en a un qui est plus harceleur que l'autre, comment le vit l'un des 2 chiens? Donc, et ça, pareil, bon, sans la caméra, vous n'avez aucun moyen de le voir, déjà ça c'est sûr. Et puis après, ils ont leur état émotionnel aussi. Donc attention, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis que ça se mesure et qu'il faut prendre en considération pas mal de paramètres. Moi, j'avais des clients, ils avaient 2 coquins et ils se sont un jour disputés pour un quignon de pain. Et de ce jour-là, les 2 coquins, ils ne se sont plus supportés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus se regarder à cause d'un quignon de pain. Tu vois, ils s'en sont rappelés, ça les a... Ouais, voilà. C'est ça. Il y a eu une association assez rapide qui a été faite et après, c'est compliqué. Donc, même des chiens qui s'entendent comme voilà, qui s'entendent super bien, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments, il y ait des frictions parce que y en a un qui a envie de dormir, l'autre il a envie de jouer. Alors après, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça crée pas forcément moins de problèmes. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas une solution miracle parce que vous allez peut-être solutionner sur le coup un truc, mais vous allez voir qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres choses parce qu'après il y a double de temps aussi. Hein. Faut accorder du temps à l'un, à l'autre, aux deux en même temps. Quand vous faites les sorties, s'il y en a un qui déclenche, l'autre aussi. Enfin bref, c'est un vrai sujet. Donc, on prend un chien d'abord parce qu'on en a envie et qu'on a envie de tout faire avec lui. Le deuxième, c'est d'abord nous et après, on verra pour le chien. Bien sûr, bien sûr. Comme les enfants, hein, on le répète. Exactement, comme les enfants. Bon, super, Julie. On a répondu à toutes tes questions. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu as un mot à rajouter, quelque chose? Non, je pense que là, on a tellement bien on a rajouté des mots là. Rajouté que j'ai rien qui me vient, si ce n'est patience et amour comme d'habitude, mais beaucoup de patience avec la solitude et beaucoup de graduation. Voilà, faites-le étape par étape. Comme tout. Super. Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ce sujet ô combien important sur la solitude. Je pense que vous allez être nombreux à nous solliciter au travers des commentaires ou nous poser des questions. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas. On y répondra avec grand plaisir. Nous, Julie, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Oui. Si tout fonctionne bien d'un point de vue technique, puisqu'on a rencontré quelques petites problématiques. Bref, nous ne sommes pas à notre premier tournage sur ce podcast. En tout cas, nous, on vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé ou écouté ce podcast puisqu'il est disponible sur toutes les plateformes audio, YouTube, Amazon, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et donc disponible bien évidemment sur YouTube pour la version vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ce compte puisque du coup, vous serez informé également des prochaines vidéos, des nouveaux podcasts qui seront disponibles. D'ici là, on vous dit à très vite pour un prochain podcast. Julie, je te souhaite une excellente fin de journée. À toi aussi, Adam. Merci pour tout. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.